Calliope, la certification des prestataires de formation. Vous découvrirez dans cette vidéo en moins de 20 minutes tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Bonjour, moi c'est Jimmy Martin, un des fondateurs de la société Certifopac et j'aurai le plaisir dans cette vidéo de vous présenter l'ensemble de ce que vous devez savoir sur Calliope. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors vous avez été bien sûr très nombreux à nous demander une vidéo synthétique de entre 15 et 20 minutes pour finalement avoir un aperçu global de la certification Calliope et de bien comprendre finalement les attendus et le process. Alors bien sûr en 15-20 minutes on ne pourra pas rentrer dans le détail, c'est pourquoi je ferai des ponts avec les autres ressources à votre disposition sur le site de Certifopac et auquel cas notre équipe restera disponible pour répondre à toutes vos questions. Alors Calliope, déjà commençons par le commencement, il s'agit d'une marque. C'est une marque, c'est un nom de marque qui a été déposé par l'État déjà en 2019 avec tout l'arsenal réglementaire qui a englobé cette certification. Et donc ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est qu'elle s'adresse à des OPAC. Alors les OPAC, qu'est-ce que c'est que ce terme-là? C'est un terme qui désigne tous les opérateurs prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Alors, pour être très simple, on va vous parler finalement des OF, des organismes de formation, des bilans de compétences, des architectes, accompagnateurs de parcours, ou plutôt au sens large, pour ceux qui n'ont pas encore suivi la réforme de la VAE, finalement les accompagnateurs VAE, et puis également les CFA, donc les organismes qui délivrent des formations par apprentissage. Donc tout cela, ils sont concernés par Calliope si ils souhaitent bien sûr bénéficier des fonds publics. Alors de toute façon, un CFA, il n'a pas bien le choix, parce que dès lors qu'on propose des prestations par apprentissage, à 100%, on va devoir aller collecter des fonds publics, des financements avec les OPCO, les entreprises également, la VAE également, les bilans de compétences et la formation. Il y a des cas où on peut passer en direct avec soit les bénéficiaires, donc les personnes, ou bien même des entreprises qui souhaiteraient travailler en direct avec vous, mais au final, dans une large majorité des cas, c'est plus intéressant si vous êtes certifié Calliope, puisque vos clients pourront bénéficier de leur fonds formation pour se faire rembourser. C'est vraiment le point d'entrée lorsqu'on démarre Calliope, c'est finalement l'argumentaire numéro 1. Donc c'est une certification unique qui a finalement pour le mérite d'harmoniser le process qualité d'un ensemble d'organismes de formation en France. On compte à début 2024, quand même il faut le rappeler, 44 000 organismes de formation qui sont certifiés Calliope, donc c'est quand même un large marché, et donc également bien comprendre que on n'est pas certifié Calliope comme ça en montrant patte blanche lors d'un rendez-vous avec quelqu'un. Non, c'est encadré par des modalités d'audit, donc par des textes réglementaires et par le respect des exigences du référentiel national qualité, un référentiel qui est composé d'un certain nombre d'indicateurs pour lequel vous devrez répondre au niveau attendu en transmettant, en montrant le jour de l'audit des éléments de preuve à votre auditeur. Je ne sais pas si je dois obtenir Calliope ou alors pourquoi devenir Calliope. Eh bien, sachez que si le client vous le demande, vous n'aurez peut-être pas forcément le choix. Vous pourrez, grâce à Calliope, bénéficier de fonds disponibles de la part de l'État. Et puis, vous pourrez également développer votre réseau professionnel avec une visibilité accrue. Vous pourrez peut-être également aussi répondre à des appels d'offres. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. Alors les prérequis, puisque là c'est vraiment la deuxième question qu'on se pose lorsque l'on rentre dans la démarche Calliope, finalement quels sont les prérequis pour obtenir Calliope? Alors le premier prérequis c'est d'être une entreprise, donc d'être reconnu comme tel, donc avoir un numéro SIREN et avoir une raison sociale. Aucun statut juridique ne prévaut, c'est-à-dire que même si vous êtes micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, une association, une coopérative ou n'importe quoi, vous pouvez prétendre à la certification Calliope au même titre que une SARL, une SASU ou n'importe quoi. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de problème, du moment que vous disposez d'un numéro SIREN, c'est parfait. Également, bien sûr, pour obtenir Calliope, vous devrez réaliser au moins une des prestations que j'ai citées tout à l'heure, donc à savoir soit de la formation continue, du bilan de compétences, de la VAE ou de l'apprentissage. Ou peut-être même 2, voire 3, voire les 4, ce qui est un petit peu rare quand même. Également, bien sûr, l'un
des prérequis fondamentaux lorsque vous déposez une demande, par exemple chez nous sur le site de certifopac.fr, vous devrez justifier que, alors soit vous détenez un numéro de déclaration d'activité à réaliser en préfecture, on vous mettra le lien également pour avoir toutes les informations sur le sujet, ou alors, si vous l'avez déjà fait, au moins avoir la preuve de la demande, et donc on peut engager l'audit. Il est obligatoire depuis le 1er septembre 2023 de mettre en œuvre, avant l'audit, au moins une prestation sur chaque catégorie auditée, avant le jour de l'audit initial. Ça évite de faire des audits un peu bateaux où on n'a que des choses qui sont formalisées. Ça permet quand même d'avoir des éléments où on peut justifier de la mise en œuvre de certaines actions, de certains indicateurs du référentiel de qualité. Voilà, donc ça, en fonction des situations, des prestations plus ou moins longues, parce que par exemple, un bilan de compétences, ça peut être long, même une formation, ça peut être très long. Et donc, voilà, revenez vers nous si vous souhaitez un petit peu définir ce qu'est une formation longue, parce que si c'est une formation longue que vous présentez, on peut tolérer finalement le fait que cette formation ait débuté pour au moins commencer à réaliser l'audit initial. L'audit initial, parlons-en. On vous a fait un petit schéma assez classique. Donc, vous contractualisez, c'est-à-dire que vous signez, vous réglez et vous commencez à remplir un petit formulaire d'information pour passer l'audit initial sur nos espaces, sur notre application. Auquel cas, on planifie un audit initial. Vous réalisez l'audit initial, d'accord ? Ensuite, on décide de la délivrance de votre certification Calliope. Et enfin, à partir de cette date de décision initiale, vous avez un certificat qui est valable pendant 3 ans. Ça, c'est vraiment une notion à bien comprendre. Le certificat Calliope, c'est pas comme un diplôme, il n'est pas valable à vie, il est valable pendant 3 ans. Donc, à la fin des 3 ans, si vous souhaitez poursuivre, il faudra réenclencher une contractualisation avec un certificateur Calliope, bien sûr, et donc réaliser également des audits. Alors, dans ces 3 ans, attention, vous allez avoir une première étape où, à mi-parcours, entre, on va dire en moyenne, 1 an et demi après la décision initiale de certification, entre 14 et 22 mois, vous devrez même réaliser un audit de surveillance. Donc la surveillance est là pour finalement vérifier que vous continuez à respecter les exigences du référentiel. Et puis quand vous arrivez à la fin, donc dans votre dernière année, on reprendra contact avec vous pour vous demander si vous souhaitez poursuivre sur un cycle numéro 2. À la fin, donc dans cette dernière année, vous devrez planifier votre audit de renouvellement. Alors bien sûr, à faire avant la fin de validité du certificat. L'ensemble de ces audits, que ce soit initial, surveillance ou renouvellement, sont encadrés au final par un arsenal réglementaire. Vous avez des arrêtés qui vous précisent les modalités d'audit à chaque fois avec la durée des audits, les modalités de contact de l'auditeur, le plan d'audit et tous ces éléments. Et puis vous avez aussi par rapport aux exigences en tant que telles, aux exigences en particulier, un document qui s'appelle le guide de lecture du référentiel national qualité. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous avez le référentiel qui est finalement mentionné dans le Code du travail. Donc c'est vraiment encadré dans un article du Code du travail. Et vous avez un guide de lecture qui est un document PDF qui est accessible sur le site du ministère du Travail, qui va finalement constituer... Alors pourquoi on dit que ça constitue le socle commun entre l'audité, l'auditeur et le certificateur ? Parce que vous avez tout. Vous avez pour chaque indicateur l'applicabilité, donc à savoir qui est concerné par cet indicateur. Vous avez aussi le niveau attendu, les obligations spécifiques, si vous faites par exemple des formations certifiantes, si vous êtes nouvel entrant, si vous êtes sous-traitant. Et puis vous avez aussi des exemples de preuves. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment le document qu'il faut ouvrir, qu'il faut consulter avant de devoir préparer son audit. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que on pourrait y passer des heures, mais vous avez donc 7 critères, 32 indicateurs dans ce référentiel, et vous avez finalement, on vous met à disposition alors sur Apollo qui est notre application d'audit, mais aussi sur le site web, le référentiel avec tous les indicateurs, avec des petites vidéos pour chaque indicateur pour bien comprendre les exigences à chaque fois, et puis la liste des indicateurs applicables à votre situation. Donc ça, je vous invite vraiment à les consulter, vous aurez les liens également sous la vidéo et dans l'article de la vidéo. Si on zoome, si on fait un petit focus maintenant sur l'audit initial, donc toujours pareil par rapport à mon cycle, l'audit initial, alors il y a de grandes chances que vous serez considéré comme un organisme qui démarre l'activité, ce qu'on appelle un organisme nouvel entrant. Alors ça a son importance de bien comprendre si l'on est ou pas nouvel entrant, donc ça c'est nous qui le définissons, c'est aussi l'auditeur qui vous dira ok, vous êtes considéré comme un organisme nouvel entrant.
Pourquoi c'est important? Parce que déjà dans la définition, un nouvel entrant, c'est un organisme qui démarre l'activité, qui est encore dans sa première année d'activité. Okay, donc la première année d'activité, attention, en fait, ce qu'il faut bien considérer par rapport au texte et par rapport à ce qui est demandé, c'est que du moment que vous n'avez pas encore renseigné de bilan pédagogique et financier sur votre NDA, sur votre numéro de déclaration d'activité, dans ce cas-là, vous serez considéré comme un organisme nouvel entrant. C'est important parce que ça va avoir également un impact sur la durée d'audit. Vous aurez une majoration d'une demi-journée pour l'audit de surveillance si vous êtes considéré comme un organisme nouvel entrant à l'audit initial. Donc c'est quand même important de bien comprendre ça. Lors de l'audit, il y a un certain nombre d'indicateurs pour lesquels vous n'aurez qu'à démontrer la formalisation et la mise en œuvre sera vérifiée par l'auditeur lors de l'audit de surveillance. Donc c'est aussi assez avantageux finalement d'être considéré comme nouvel entrant. La question qui revient également sans cesse lorsqu'on se lance dans Calliope, c'est est-il nécessaire d'être accompagné et finalement quels sont les leviers d'accompagnement? Alors déjà, je vais être très clair avec vous, Certifopac, bien sûr, vous le savez, est un organisme certificateur Calliope et en tant que certificateur, bien sûr, nous sommes nous-mêmes accrédités par l'instance nationale d'accréditation et donc on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, bien sûr. Quand on délivre un certificat Calliope, on le fait en respectant un process de certification qui se doit d'être le plus impartial, le plus neutre possible. C'est pourquoi les certificateurs Calliope ont interdiction formelle de faire de l'accompagnement, de la formation ou tout ce qui pourrait s'apparenter à tout ça. La seule prestation, mais qui n'est pas un accompagnement, j'insiste vraiment, c'est l'audit blanc. L'audit blanc qui va vous permettre finalement de faire un diagnostic de votre activité sans vous donner les préconisations, les conseils pour lever les éventuelles non-conformités que l'on aurait vues dans cet audit blanc. Mais ça peut être un levier pour vous préparer, entre guillemets, pour bien comprendre finalement où est-ce que vous en êtes, si vous avez des indicateurs non conformes ou pas. Donc si je reviens sur cette notion d'accompagnement, vous avez finalement plusieurs leviers. Vous avez donc, je dirais, l'auto-évaluation au sein de votre structure, donc c'est-à-dire prendre le guide de lecture et regarder pour chaque indicateur si vous êtes concerné ou pas. L'audit blanc avec Certifopac. La formation, vous pouvez bien sûr vous former sur le marché avec des organismes de formation qui maîtrisent le référentiel et qui peuvent vous partager un certain nombre d'astuces, de tips sur l'audit. Et puis au final, mais alors ça c'est le plus lourd et le plus coûteux, l'appui d'un consultant externe pour vous accompagner, donc pour mettre en place votre process et pour faire en sorte que vous soyez le plus près possible lors de l'audit. Alors j'insiste sur un point, c'est que, et ça c'est assez récent finalement, ça date de septembre 2023, c'est qu'un accompagnateur, donc un consultant, ne peut pas réaliser l'audit à votre place. C'est interdit. Il peut être présent avec vous le jour de l'audit, d'accord, pour vous appuyer, pour vous coacher, pour vous motiver. Mais en tout cas, les offres un petit peu alléchantes sur le web que vous pourrez trouver sur nous sommes accompagnateurs, nous sommes des cabinets qui réalisons l'audit à votre place, c'est tout simplement interdit, c'est tout simplement de la fraude. Donc soyez aussi vigilants par rapport à ça, soyez conscients que un accompagnateur, vous avez le droit d'être accompagné, ça c'est une évidence. L'accompagnateur a le droit d'être présent le jour de l'audit du moment que c'est encadré contractuellement et qu'il apparaît aussi sur votre organigramme. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas finalement déléguer à 100% la réalisation de votre audit. C'est interdit. Donc par rapport à ces accompagnements, nous on avait fait une petite étude pour savoir finalement par rapport à nos certifiés sur 420 répondant à peu près finalement qui avait choisi de faire appel à un accompagnement, qui avait choisi de réaliser un audit blanc. Donc ça vous donne aussi à peu près une trame par rapport à tout ça. L'audit initial, c'est une approche fondée sur l'épreuve, il n'y a pas de questions pièges, c'est pas des questions fermées, on va pas vous dire est-ce que vous faites ça, oui, non, c'est vraiment des questions ouvertes, il n'y a pas de réponse type attendue, c'est vraiment basé sur votre process. Donc l'auditeur, lui, est là pour réaliser sa prestation de façon totalement indépendante et de façon impartiale. D'ailleurs, pour l'auditeur, alors ça c'est le poste pivot par rapport à la prestation d'audit, lui il va avoir un rôle d'observateur, mais pour observer, il va devoir vous poser des questions toujours ouvertes sur les indicateurs qualité,
comment vous communiquez sur, comment vous diffusez ces éléments et ainsi de suite. Derrière, vous allez lui partager vos éléments de preuve, lui partager votre façon de faire, votre process. Il va écouter, il va analyser la pertinence de vos réponses et restituer cela dans une grille d'audit qui sera bien sûr accessible lors de l'audit et même après l'audit, puisqu'on vous transmettra sur Apollo, sur l'application, l'ensemble de la grille. Il émet donc pour chaque indicateur les constats, conformes ou non conformes, et il évalue donc le respect des exigences de façon, alors ça on insiste vraiment, de façon la plus neutre possible. Il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de préconisation possible, mais par contre il intervient, alors bien sûr dans la bienveillance, dans le sérieux, dans la déontologie, et en respectant des règles très strictes en matière de confidentialité, de neutralité et d'impartialité. Je sais aussi que certains sont assez anxieux à devoir accueillir un auditeur dans leurs locaux ou même dans leur maison des fois parce que vous n'avez pas de local en propre. Sachez que les auditeurs sont tous formés à la posture de l'audit Calliope. Ce ne sont pas des contrôleurs, ce ne sont pas des inspecteurs. Donc ils ont un cadre à bien respecter et ils ne sortent pas du cadre. Ils ne sont pas là pour vous dire tiens, l'extincteur n'est pas conforme, ce n'est pas leur travail. Voilà, ils sont là vraiment pour évaluer la conformité ou non des indicateurs applicables à votre situation par rapport au référentiel. Ça, j'insiste bien parce que c'est quand même super important. Donc l'audit initial, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a un certain nombre d'étapes avec un rapport d'audit qui vous est transmis. Le traitement d'éventuelles non-conformités, ça c'est pareil, ça fait l'objet d'une vidéo vraiment complète sur le sujet qu'on vous transmettra. Et puis ensuite d'une décision de certification avec, toujours sur Apollo, l'émission de votre certificat. Alors, ce qui est génial en fait sur Apollo, c'est que l'on vous transmet donc votre certificat en format PDF, en format image, en format web également que vous pouvez mettre sur votre site internet. Et puis on vous donne également les dates possibles pour le passage de l'audit de surveillance et pour le passage de l'audit de renouvellement. Donc vous avez aussi la visu et vous pourrez anticiper dans les mois suivants par rapport à la planification de vos prochains audits. Un petit focus, alors très très rapide, parce que c'est pareil, on a une vidéo dédiée sur la surveillance, mais un petit focus sur la surveillance. Donc je le disais tout à l'heure, entre 14 et 22 mois suivant la date d'obtention de votre certification. C'est un audit entre guillemets allégé en termes de timing parce que il y a un petit peu moins de temps, sauf bien sûr pour les nouveaux entrants qui vont avoir une majoration de 0,5 jours par rapport à la durée légale. Mais en tout cas, l'objectif est toujours de vérifier le bon respect de la bonne application du référentiel dans sa version en vigueur, parce que ça peut changer, ça peut avoir évolué. On peut avoir été audité sur une version, par exemple 7 à l'audit initial, et puis devoir réaliser l'audit de surveillance sur une version 9, puisqu'il y a eu entre-temps une publication de mise à jour de guide de lecture. Également un zoom très rapide sur le renouvellement. Alors le renouvellement c'est quoi? Donc c'est un audit qui doit se réaliser avant le cycle suivant, et avec une décision de renouvellement qui doit également se réaliser en même temps que les éventuels traitements de non-conformité avant l'échéance du cycle en cours. Donc c'est pourquoi on a tout un process bien timé, bien formalisé, sur lequel on vous relance via Apollo, via l'application. Vous avez vous la liste, vous pouvez remplir un petit formulaire pour finalement mettre à jour vos informations depuis l'audit précédent avec votre organigramme, votre dernier bilan pédagogique et financier, et derrière on peut vous faire une nouvelle proposition pour le cycle 2 parce que j'insiste aussi sur le fait que nos offres sont sans engagement. Vous réalisez votre cycle, derrière vous ne souhaitez pas continuer, eh bien c'est sans engagement, vous ne réglez aucun frais du fait que vous arrêtez la certification Calliope. J'insiste sur ce point parce que plusieurs confrères certificateurs ont des conditions contractuelles qui vous engagent et qui vous imposent de devoir régler certaines sommes si vous arrêtez Calliope. Les constats d'écart lors d'un audit, alors c'est assez simple, c'est conforme, non conforme mineur ou non conforme majeur. Donc vous avez des définitions dans le guide de lecture. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en fait en fonction de ça, il y a une criticité qui se met en place et il y a un traitement des non-conformités qui est différent si c'est une mineure ou si c'est une majeure. Si c'est une mineure, on va attendre simplement un plan d'action qui sera validé par l'auditeur et qui sera vérifié à l'audit suivant. Si c'est une majeure pour le coup, on ira un petit peu plus loin et donc auquel cas on vous demandera de nous transmettre des éléments de preuve en plus de votre plan d'action. Cette vidéo est terminée, je sais que vous avez encore
énormément de questions sur Calliope et voilà, alors à la fois sur l'audit initial, à la fois sur les prérequis, à la fois peut-être même aussi sur la sous-traitance. Donc par rapport à tout ça, sachez que nous restons disponibles pour répondre à vos questions. Vous avez aussi une vidéo plus complète sur Calliope sur la page dédiée du site internet et vous pourrez bien sûr retrouver en intégralité toutes les ressources sur Apollo, donc à savoir notre application d'audit qui vous permet d'avoir donc accès à un espace documentaire avec tous les textes réglementaires qui sont actualisés avec les différents guides de lecture, les procédures de certification, les conditions générales de vente, les politiques de protection des données et puis bien sûr les vidéos avec l'actualité qui entoure Calliope avec les mises à jour de guides de lecture, les textes réglementaires en fonction de tout ça. Donc là-dessus, n'hésitez pas vraiment, faites une demande de devis si c'est pas encore le cas, hein. Faites, voilà, vous cliquez sur le petit bouton devis en haut à droite du site de Certifopac et pareil, on vous a fait une petite vidéo pour vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour bien remplir sa demande de devis en ligne. Voilà, merci à vous en tout cas, et puis je vous dis à très vite sur nos espaces lors d'un prochain audit également, donc ce sera un plaisir et je vous dis à très bientôt, merci.